Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements pour la traduction française. Mes remerciements les plus sincères vont à Olivier Servet. Sans son intérêt passionné pour mon travail, et la question des recherches ethnographiques en ligne, cette traduction n'aurait jamais vu le jour. Que ce soit pour la coordination, l'adaptation scientifique et le financement de la traduction, autant que pour les détails de la traduction elle-même, son soutien a été crucial. Ce fut un honneur de travailler avec Olivier, à distance, à Irvine ou à Long Beach. La possibilité d'établir des relations intellectuelles avec lui et ses collègues de l'Université catholique de Louvain fut un atout inattendu et important pour ce projet. Grégory Den a également été au centre de cette traduction. Il a non seulement aidé à la coordination de la traduction, avec enthousiasme et professionnalisme, mais il a aussi vérifié de nombreux aspects techniques de la traduction elle-même. Durant la première phase de ce projet de traduction, Greg a réussi à venir en Californie et à suivre un de mes cours, allant jusqu'à habiter chez moi. Il est rare qu'un soutien à une traduction aille jusqu'à promener le chien de l'auteur. Il a été capital d'avoir le soutien à la fois d'Olivier et de Greg, tout au long de ce parcours semé d'embûches. Je tiens en outre à leur exprimer mes vifs remerciements pour la préface à cette traduction française. Il s'agit d'un travail académique important au plein sens du terme, un essai d'analyse qui met mon travail en relation avec une série de débats de l'anthropologie francophone et au-delà. C'est vraiment un travail de collaboration et d'échange qui dépasse mes propres perspectives et ouvre à de fascinants horizons de recherche. Je n'ai malheureusement pas pu participer de manière importante à ce projet de traduction, à cause de mon manque de compétences en français. Par le passé, j'ai aidé à traduire certains de mes travaux en langue indonésienne, et j'ai appris à cette occasion combien le travail de traduction peut être difficile. Pour cette raison, je suis profondément reconnaissant à Guy Montfort, maître de langue anglaise à l'Université de Louvain à Mons, qui a réalisé la première version de la traduction de ce livre. Cela non seulement comprenait les premiers efforts de traduction, rendus ardus par l'existence dans mon livre de concepts tout à fait nouveaux, mais consistait aussi à trouver, quand elles existaient, des versions françaises des citations que j'utilise. Il s'agissait d'une entreprise difficile et souvent ingrate, et je suis éternellement redevable au professeur Montfort pour son travail sur mon manuscrit. Cécile Wéry, ancienne secrétaire de rédaction de la revue Recherche sociologique et anthropologique et maintenant réviseuse de la collection Anthropologie prospective, a lu 2 fois l'ensemble du manuscrit traduit et scrupuleusement aidé à corriger des erreurs dans le texte, d'orthographe et de style. C'est Pierre-Joseph Laurent, directeur du laboratoire d'anthropologie prospective, LAAP, qui, lors de ses vacances d'été, en 2009, a lu le livre sur une plage italienne et a évoqué la possibilité d'une traduction. Je lui suis, bien entendu, très reconnaissant de cette suggestion. Il en a non seulement conseillé la traduction, mais a aussi parcouru plusieurs chapitres du projet de traduction et suggéré des corrections. Il a aussi dispensé ses conseils à de nombreuses reprises. Jacinthe Mazzochetti et Anne-Marie Vuillemenot, également lectrices de plusieurs parties du projet, et conseillères à plusieurs moments charnières, ont contribué au succès du travail. Emmanuel Piccoli a apporté un important soutien logistique, aidant à coordonner avec l'éditeur un nombre incalculable de questions organisationnelles et matérielles. Yves Wellman, directeur des éditions Academia, a pris un risque en fournissant un soutien financier pour le projet. Je lui suis reconnaissant de ce pari, qui témoigne une fois encore de son intérêt continu pour la publication de travaux aux frontières de la recherche anthropologique. J'espère que le risque en vaudra la chandelle. Sidonie Messin, l'assistante de production en charge de la collection, a suivi le manuscrit à travers tout le processus d'élaboration. Enfin, Hélène de Bonny a conçu la couverture de cette version française. À toutes ces personnes, je tiens à exprimer mes sincères remerciements pour leur soutien. Je ne sais pas comment je pourrai un jour régler ma dette à leur égard, elle est immense. Espérons sincèrement que cette traduction constituera une pierre dans l'édification de notre communauté scientifique, et qu'elle contribuera largement au débat important sur la technologie et la société en cette période de changement, empreint à la fois de crainte, mais aussi ouvrant à bien des nouvelles opportunités pour l'humain.
Tom Boellstorff. Remerciements pour l'édition anglaise. Une des choses que je préfère comme anthropologue, c'est la flexibilité que ce métier offre en termes de projets de recherche, et dans mon cas, ce passage de l'Indonésie à un monde virtuel. En ajoutant les mondes virtuels à mon panel de compétences en fait de recherche, j'ai pu compter sur l'expérience et le soutien de toute une gamme de penseurs à l'intérieur et à l'extérieur du monde académique. Sans eux, ce livre original n'aurait pas été possible. Avant tout, je suis reconnaissant envers les citoyens de Second Life. J'ai utilisé des pseudonymes dans tout le corps du texte de ce livre afin de protéger leur confidentialité, et ne puis donc les remercier nommément. Mais ce sont leurs pensées, leurs actions et leurs rêves qui sont la principale source d'inspiration de ce livre. Comme dans le cas de ma recherche en Indonésie, je suis toujours surpris par l'ampleur et la profondeur de la bonté humaine, la volonté des personnes à échanger avec moi sur leur vie, en poussant mes réflexions dans des directions que je n'aurais jamais pu prévoir. Je vois mes amis résidents de Second Life avant tout comme des collègues et des interlocuteurs, et non comme des informateurs, un terme que je n'utilise d'ailleurs pas dans mon écriture. Grâce à la perspective de recherche adoptée dans ce projet, je n'ai pas eu à mener des recherches au sein de Linden Lab, la société qui possède et gère Second Life. Néanmoins, j'ai rencontré plusieurs membres de leur personnel dans le monde virtuel, et je leur suis reconnaissant pour leur soutien. Je n'ai que brièvement croisé 2 employés de Linden Lab dans le monde actuel, Robin Harper et Cory Ondrejka. Tous deux exprimèrent un grand intérêt pour mon travail. Stefan Elmreich et Douglas Thomas ont lu une première version de ce livre dans son intégralité en tant qu'évaluateur pour les presses universitaires de Princeton. Leurs commentaires généreux et détaillés m'aidèrent énormément dans le processus de révision. Je leur suis profondément reconnaissant pour leur aide. Stefan a été un compagnon intellectuel pendant de nombreuses années, et son propre travail a motivé mon intérêt pour la réalisation de ce projet. Dès ma rencontre avec Douglas Thomas, après les débuts du projet, celui-ci fut un partisan indéfectible de mon travail et j'ai énormément apprécié son soutien. Paul Dourich a lu plusieurs chapitres du manuscrit dans ses dernières étapes, et a fourni des commentaires bien utiles. De même, plusieurs amis de Second Life ont lu les ébauches de ce livre, y compris Gwyneth Llewellyn, Prokofy-Neva et The Sojourner. Thomas Malaby a été un interlocuteur important au cours de cette recherche. Ses travaux ont été très précieux dans l'élaboration de ma compréhension des mondes virtuels. Notre panel co-organisé à la 105e Assemblée annuelle de l'American Anthropological Association, en novembre 2006, intitulé « Anthropologie à la croisée des chemins de la société numérique », a représenté un moment fructueux d'échange d'idées. Je remercie également notre discutant, Michael Silverstein, pour son soutien et ses commentaires perspicaces. Une série de colloques et de conférences dans mon département m'ont fourni l'occasion de présenter ce travail en cours de réalisation. Les commentaires que j'ai reçus lors de ces rencontres ont joué un rôle capital en m'aidant à affiner les arguments de ce livre. Par-dessus tout, le séminaire académique sur les cultures digitales organisé par l'Annenberg Center for Communication de l'Université de Southern California a joué un rôle crucial en me fournissant un environnement intellectuel qui m'a permis de développer un grand nombre d'idées présentées dans ce livre. Je songe particulièrement à janvier 2007, lors de la discussion d'une première version du chapitre 1. Je remercie tous les participants de ce groupe et en particulier son organisateur, Mizuko Ito, qui depuis nos études à l'université de Stanford, a été une collègue de grande qualité. Je tiens à remercier les organisateurs du Los Angeles Game Symposium de l'Université de Southern California, 2006, du séminaire du département d'informatique de l'Université de Californie, Irvine, 2006, les organisateurs de l'atelier « Une approche multidisciplinaire des jeux informatiques », compréhension de l'état de l'art dans la recherche scientifique sur les jeux informatiques, au California Institute for Telecommunication et Information Technology à l'Université de Californie, Irvine, 2006, le groupe sémiotique du département d'anthropologie de l'Université de Chicago, 2006,
les organisateurs de la conférence massive sur l'avenir des jeux multijoueurs en réseau au California Institute for Telecommunication and Information Technology de l'Université de Californie, Irvine, 2006, le groupe de recherche Culture, Pouvoir et Changement Social, du département d'anthropologie de L', Université de Californie, Los Angeles, 2006, les organisateurs du colloque Lively Capital 2, Techno Corporate Critique et méthode ethnographique, de l'Université de Californie Irvine, 2006, et enfin le panel New Media Studies meets STS, au colloque de la Société pour l'étude sociale de la science Pasadena, Californie, 2005. L'entreprise Intel fut la seule institution à me fournir un soutien financier au cours de cette recherche. Son investissement dans mon travail, et dans l'anthropologie de la technologie plus généralement, a toujours été grandement apprécié. Geneviève Bell, collègue depuis nos premiers bancs partagés à l'université, est demeurée une interlocutrice essentielle tout au long de ce projet. Pendant les dernières étapes de la rédaction de ce livre, j'ai reçu des commentaires utiles de plusieurs autres chercheurs d'Intel, y compris Maria Bezaitis, Ken Anderson et Brooke Foucault. Mes collègues de l'Université de Californie Irvine ont été d'innombrables sources d'inspiration intellectuelle au cours de ce travail. Victoria Bernal, Mike Burton, Teresa Caldera, Léo Chavez, Suzanne Coutin, Lara Dib, Julia Eliachar, Suzanne Grinalg, Inder Palgroal, Karen Linnerd, Georges Marcus, Michael Montoya, Robert Niedeffer, Simon Penny, Christine Peterson, Kavita Philippe, Marc Poster, Justin Richland, Lindsay Richland, Kaushik Sundararajan, Gabriele Schwab, Jennifer Terry, Roxane Varzi et Mei Jan. Au département d'informatique, Paul Dourich, Bonnie Nardi, David Red-Miles, Walt Skaki, Bill Tomlinson et d'autres ont fourni un merveilleux environnement interdisciplinaire dans lequel j'ai pu développer mes idées. Barbara Doscher, doyen des sciences sociales, a été une source indéfectible de soutien. Fred Appel, mon éditeur aux presses universitaires de Princeton, a montré un intérêt précoce et inébranlable pour ce projet. Son enthousiasme a joué un rôle crucial dans le développement de cet ouvrage. Isren Fro, directeur associé de la production, et Maria Lindenfeldar, créatrice de livres, ont également été incroyablement utiles, comme l'a été Naomi Linzer, qui est maintenant mon inestimable indexeuse personnelle pour 3 de mes livres. J'ai organisé un concours sur Second Life pour sélectionner une image destinée à être incorporée dans la couverture du livre. Je remercie Aino Kaisa Koronen, gagnant de ce concours, ainsi que Tricia Aferdita, Tricia Griffith dans Le Monde Actuel, Xander Rutan, Aaron Collins dans Le Monde Actuel, et Electra Spark, qui tous m'ont aidé à organiser la compétition elle-même. Dena Dana a pris l'image merveilleuse de mon avatar qui apparaît sur la couverture arrière de la version anglaise. Ma mère, Neva Kozin, a été mon nid d'amour et de confort dans Le Monde Actuel. Le reste de ma famille, en particulier, ma sœur, Darcy Bulstorff, mon père, John Bulstorff, mon beau-père Daryl Hansen, et mes beaux-parents, Lisa Maurer, Maureen Kelly, William Maurer et Cynthia Maurer, ont toujours été là pour moi et je ne pourrai jamais rembourser tout ce que je leur dois. Mes voisins et amis de Long Beach m'ont aidé, avec un sens inégalé du compagnonnage. Je remercie en particulier Michel Arennekoff, Christy Chu, Gemma Davison, Tom Douglas, David Hernandez, Dominique Leikey et Michel Marat. Brian et Gina Ulachevski-Wallar ont été des sources de bien-être au-delà du raisonnable. Je dédie ce livre à ma mère et à Carter Wallar-Ulachevski, mon filleul. La finesse intellectuelle, le dévouement et la gentillesse de Bill Maurer, mon conjoint et meilleur ami, furent la source ultime d'inspiration de ce livre. Tom Boellstorff. Note des traducteurs. La traduction du présent ouvrage a commencé en octobre 2010. C'est après la chaire Jacques Leclerc donnée par Tom Bulstorff et Bill Maurer à l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve que le projet a vu le jour. Un premier jet a été réalisé par Guy Montfort. Puis sur la base d'une lecture approfondie des travaux de Tom ainsi que des cours qu'a suivis à l'université d'Irvine Gregory Den, une version largement remaniée a émergé durant la deuxième moitié de l'année 2011. Enfin, Olivier Servet a travaillé avec Tom sur toutes les hésitations, les mots ou concepts n'ayant pas de correspondant en français, les néologismes ou les idées difficilement traduisibles afin de leur trouver des équivalents acceptables. Durant la seconde moitié de 2012,
Cécile Wéry et Olivier Servet ont opéré un dernier travail de relecture et d'harmonisation. Tout au long de ce travail, l'objectif fut de donner une interprétation française au texte sans trop trahir la pensée de l'auteur. Pour certains mots-clés, il a paru capital de maintenir la rigueur d'usage des mots, parfois au détriment du style. Dans d'autres cas, jugés moins décisifs, l'équilibre stylistique en langue française a été préféré afin de conserver une forme suffisamment agréable et lisible. Comme toute traduction, ce résultat demeure imparfait, mais il vise à rendre compte le mieux possible de la complexité et de la richesse du livre de Tom Beulstorff. Pour l'équipe de traduction, Olivier Servet et Grégory Dhen. Préface. Grégory Dhen et Olivier Servet. Un anthropologue dans Second Life. Une expérience de l'humanité virtuelle est un ouvrage important de la littérature anthropologique actuelle car il offre des clés essentielles pour l'analyse et la compréhension des lieux sociaux en ligne. À la manière d'un conteur qui, dans un premier temps, esquisse le monde dans lequel ses auditeurs ne tarderont bientôt plus à entrer, Beulstorff décrit Second Life par-dessus l'épaule de son avatar qu'il a nommé Tom Bukowski et emmène les lecteurs à la rencontre de ses habitants, véritables argonautes de notre temps. Adoptant une méthode inductive, il nous livre des descriptions ethnographiques croisées qui relatent son propre vécu et rendent compte de la structure du monde virtuel comme des expériences que ses informateurs lui ont confiées. Dès ses premiers pas en ligne, l'auteur a l'intuition que Second Life est plus qu'un simple programme informatique modélisé par une société de production californienne, Linden Lab, à des fins ludiques, sociales et bien entendu commerciales. Espace tridimensionnel composé de mots, d'images et de sons, il est investi et habité par des millions de personnes grâce à la médiation d'une série d'outils qui jonchent le parcours de connexion. Véritable lieu d'échange et de médiation aux frontières redessinées, il cautionne et s'alimente à la fois d'une expressivité plurielle qui laisse à chaque habitant l'initiative de concevoir, générer et déterminer les modalités d'utilisation d'objets en tout genre. Résolument orienté vers la liberté créatrice de chacun, il y est par exemple possible de devenir propriétaire d'une parcelle de terre virtuelle, de se glisser dans la peau d'un architecte en herbe, afin de construire à sa guise des maisons sur des terrains à bâtir que l'on trouve en ligne et de modifier par la même occasion le paysage d'un îlot de l'univers. L'entrée dans cette arène d'inscription et de communication nécessite l'adoption de dispositions techniques et sociales inédites qui font office de passeport pour les habitants. La description de la conception de l'avatar donnée par Beulstorff est à cet égard très significative. L'avatar est la représentation numérique grâce à laquelle chaque individu se manifeste et existe aux yeux des autres quand il est connecté. Sa création, symbolisant la naissance en ligne par l'attribution d'un pseudonyme et l'élaboration de caractéristiques morphologiques, peut être assimilée à ce moment premier et pourtant déjà décisif, du parcours de connexion au cours duquel un amas de pixels vient se substituer au corps de l'individu. Ces gestes introductifs engagent les utilisateurs dans un processus de transformation, où des sentiments ambigus de présence et d'absence, parangon de l'expérience identitaire d'être soi tout en s'oubliant, émergent de ce rapport inhabituel à l'image. Unique ou multiple, personnel ou partagé, considéré en tant que canal de médiation ou comme un prolongement de soi, l'avatar offre la possibilité d'un ancrage topographique sans précédent qui introduit à un régime d'existence relativement décorporéisé et déterritorialisé. Il remet en question les catégories d'objets et de sujets, tout autant qu'il bouscule la dynamique des rapports identitaires et de communication sociale. Ayant vécu l'expérience de cette personnalisation esthétique, corollaire d'une personnification symbolique, Beulstorff partage avec ses lecteurs les vertus et vertiges, KOP, 1993, ressentis par cette immersion en ligne. Veillant toujours à rendre compte du monde virtuel et de la culture qui en émerge en mobilisant son propre vocabulaire, il analyse pour saisir les singularités de ce rapport aux choses, aux autres et à soi, d'autres termes clés de Second Life, AFK, acronyme pour la formule anglaise Away from Keyboard, dont la traduction littérale est loin du clavier, lag, anglicisme traduit en français par le concept de latence, ou encore verbe anglais inventé dans le cadre de Second Life, qui signifie à la fois créer un objet et le faire apparaître sur l'écran d'ordinateur. À chaque fois qu'une personne entre dans cet univers,
Il y arrive avec ses croyances, ses pratiques et sa subjectivité héritée d'innombrables expériences vécues tout au long de sa trajectoire au sein du monde actuel, Bullstorff T. 2011. Ce background personnel, approfondi par E. Morin au travers du concept d'empreinte, l'imprinting, Morin E. 2004, page 13, souligne combien des va-et-vient incessants se tissent entre le monde de l'actuel et du virtuel. Dans le même ordre d'idées, l'existence d'une monnaie spécifique, le Linden Dollar, convertible en monnaie sonnante et trébuchante, la présence de grandes marques connues, de partis politiques de même que le plaisir du shopping, mais aussi l'attention portée par les habitants à certaines valeurs comme le respect, la cordialité et la camaraderie au fil de leurs interactions, illustrent à merveille ces emprunts et inspirations de tous les instants qui rendent l'emboîtement mutuel des registres de l'actuel et du virtuel intelligible. Comme le rappelle Bullstorff en citant G. Deleuze, le virtuel s'oppose non pas au réel mais à l'authentique. Le virtuel est tout à fait réel dans la mesure où il est virtuel. Le virtuel doit être strictement défini comme une partie de l'objet réel. Dans sa réflexion sur la nature des liens qui unissent les mondes de l'actuel et du virtuel, l'auteur revisite la notion classique de techné, longtemps considérée comme le pôle résiduel du couple binaire qu'il forme avec sa jumelle épistémé. Les usages techniques, sociaux et culturels qui prennent place dans Second Life questionnent cette distinction. Second Life est un monde virtuel produit par une série de technologies et de techniques appliquées dans le monde actuel. Sa programmation, son code, son serveur qui rend possible la connexion synchronique de millions d'utilisateurs comme l'ordinateur personnel de chacun, sont quelques-uns des éléments nécessaires pour le faire exister. Cependant, une autre dimension de la techné est également à l'œuvre. Entendu comme cet art de la création et de la transformation auquel les habitants de Second Life s'essaient au travers de dire et de faire innovants, la techné s'apparente aussi à ces pratiques intentionnelles qui font littéralement le monde de Second Life. À partir de ce constat d'une double strate de la techné, Bullstorff avance l'idée qu'elle est le lieu de production d'une brèche entre l'actuel et le virtuel. Les nombreuses anecdotes et descriptions fines de pratiques, de comportements et de représentations qu'il rapporte invitent le lecteur à ne plus douter de la thèse puissante exposée et défendue dans l'ouvrage. À la manière du révélateur photographique qui, par un processus chimique, fait apparaître une image latente jusqu'alors potentiellement présente sur la pellicule, le monde virtuel témoigne de la composante virtuelle de la réalité humaine. Fondamentalement situé dans le registre de l'action, l'exercice de la techné apparaît donc comme un registre de l'agir potentiel, proche de l'idée d'éventualité, et un art de la disposition à se laisser transformer, voire à se laisser créer. Pour l'auteur, il ne fait pas de doute que la malléabilité du monde virtuel entre dans un rapport de correspondance avec la plasticité de l'imagination humaine, car Second Life, à l'image d'un espace potentiel, se présente comme un lieu du tâtonnement qui rend visible des expérimentations singulières du soi et de l'altérité. L'analyse brillante de Bullstorff montre que le registre du virtuel a toujours été intrinsèquement constitutif de l'humanité, car c'est le social qui fait office de lien entre l'actuel et le virtuel. Un anthropologue engagé. En s'impliquant dans Second Life, en y passant de nombreuses heures à flâner, discuter pour de temps en temps jouer ou tout simplement, vivre et habiter avec d'autres avatars connus et inconnus, Bullstorff s'est engagé dans un processus ethnographique et s'est adapté à un terrain virtuel. Fort de plusieurs années d'expérience au sein de communautés gays et lesbiennes issues de différentes îles d'Indonésie, Bullstorff T. 2005, l'anthropologue s'est ici trouvé aux prises avec ce qu'il apparente lui-même à une sorte de premier grand amour, celui des nouvelles technologies qui, dès l'enfance, ont accompagné ses multiples loisirs. Né à l'époque de l'émergence des premiers jeux vidéo à destination du grand public, l'auteur confie qu'une certaine résonance biographique a joué un rôle important au moment de choisir le thème de sa nouvelle recherche. En 2004, j'ai terminé le manuscrit de mon premier livre et j'ai ressenti ce besoin de passer un cap dans le travail d'anthropologie que j'avais accompli jusqu'alors. Lorsque la question s'est posée de savoir ce qu'allait être ma prochaine recherche, je l'ai abordée en tenant compte de mon implication personnelle dans l'histoire des technologies et des mondes virtuels. Cette posture invite à réfléchir aux affinités que les anthropologues entretiennent avec leur terrain d'étude, et au rapport qu'il est bien souvent possible de tisser entre trajectoire de vie et trajectoire de recherche. Clairement, et de manière totalement assumée,
l'auteur entretient une relation passionnée avec ses terrains de recherche. Durant son étude des mouvements homosexuels dans les archipels asiatiques, son étiquette de chercheur ne l'a pas empêché de s'impliquer auprès d'associations actives dans les campagnes de sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles. Dans la même veine, alors qu'il était encore un jeune graduate student à l'université de Stanford, Tabelstoff s'est engagé dans les luttes pour la reconnaissance des droits des homosexuels aux États-Unis comme à Moscou, en 1991, dans une Russie en pleine crise politique et sociale. Cette posture est donc celle d'un insider au sens littéral du terme, c'est-à-dire d'un chercheur engagé et impliqué. Dans le cas présent, habitant parmi les habitants de Second Life, c'est dans sa maison baptisée pour l'occasion Ethnographia que l'auteur a mené des débats et organisé des tables de discussion avec les personnes qu'il y avait rencontrées. Sans doute, ce choix trouve-t-il sa motivation principale dans l'importance que l'auteur accorde au fait d'appréhender la culture comme une expérience vécue, Tabelstoff 2010. Et il ne se trompe d'ailleurs pas d'angle d'attaque. Si l'ethnographie de ce monde virtuel a été exclusivement traitée à l'intérieur même de ses frontières, sans faire le détour par ses contours, c'est bien parce que l'ambition de la recherche était de décrire et de rendre compte des logiques et dynamiques particulières des phénomènes culturels émergeant directement du lieu que constitue Second Life. Le concept d'expérience, compris dans le sens de la pensée de J. Dewey comme intrinsèque à tout parcours de connaissance, se situe donc au centre de cette ethnographie impliquée de longue durée, page 90. Ce parti pris d'une proximité qui appelle à son tour un engagement total, n'empêche pas Tabelstoff de souligner l'importance de la prise de distance et du travail d'autoréflexivité nécessaire à la démarche ethnographique. Car, n'est-ce pas dans ce mouvement constant de rapprochement et de distanciation que se situe la clé de la posture et du regard ethnographique ? Cet ouvrage présente donc le travail d'un funambule oscillant entre auto-indigénisation et nécessaire réflexivité. Sans jamais perdre pied et pour renforcer cet équilibre précaire, Tabelstoff reprend une discussion débattue en des termes différents selon l'origine anglo-saxonne ou francophone des tenants de la recherche socio-anthropologique. Au centre de celle-ci se situe le couple émique-éthique dont la traduction et l'étude de l'opérabilité conceptuelle ont été discutées par J.P. Olivier de Sardan, J.P., 2008, dans le champ de l'anthropologie francophone. Nous en exposons les enjeux dans les lignes qui suivent. La linguistique comme regard ethnographique. Comment aborder ces cultures émergentes ? Comment analyser en profondeur les tenants vocabulaires partagés et inventés par les habitants de Second Life, pour raconter leurs expériences et pour nommer les innombrables objets qu'ils créent ou manipulent en son sein sans faire le détour par CS. Pire, c'est l'attention particulière qu'il accorde aux dynamiques des référents déictiques, comme à l'indexicalité de toute situation de communication. Doté de sa double casquette de linguiste et d'anthropologue, Tabelstoff appréhende le monde virtuel de Second Life comme un lieu de langage et de communication pourvu de référents linguistiques et de logiques socioculturelles inédites. Il n'y a plus de mots innocents, disait avec perspicacité P. Bourdieu P. 1982, de telle sorte que, pour saisir ce qui se trame, l'enquêteur doit s'immerger ou en quelque sorte faire preuve d'une présence assidue afin de tenter d'accéder à cet univers du sens qui embrasse tout acte d'énonciation, de nomination ou encore d'identification cristallisée dès l'entrée dans ce type de monde par les notions d'avatar et de pseudonyme. Partir du constat des usages sociaux de la langue, Bourdieu P. 1982, c'est considérer que toute prise de parole est avant tout un acte et que les termes utilisés agissent tels des révélateurs identitaires et symboliques, Foucault Monsieur, 1966, Foucault Monsieur, 1969. Or, Second Life constitue le lieu d'une communication sociale inédite et oblige le chercheur à jongler avec des perspectives observationnelles à la fois émiques et éthiques. Comme nous le rappelle J.P. Olivier de Sardan J.P., 1998 et 2008, une perspective émique vise à saisir ce qui se passe dans la tête des sujets, même s'il s'agit le plus souvent d'un registre de l'implicite ou de l'inconscient, ce qui revient à centrer son attention sur les représentations mentales des acteurs et à recueillir les significations culturelles liées à leurs points de vue respectifs. Dans un style bien à lui, l'anthropologue M. Singleton avance qu'en définitive tout point de vue pointe d'une vue, et est producteur de ce qui est vu, Singleton M. 1998 page 29. La perspective éthique repose pour sa part
sur des observations externes indépendantes des significations portées par les acteurs. Si l'on s'interroge sur l'opérabilité de ces deux concepts pour rendre compte de réalités socioculturelles, nous retrouvons un point de convergence entre Tebelstorff et J.P. Olivier de Sardan qui, l'un comme l'autre, nous proposent de concevoir cette dichotomie, ainsi que d'autres dualismes sclérosants de la pensée occidentale, comme non disjonctive. Ce couple d'oppositions binaires gagne à être considéré comme un outil utile qui sert à garantir une analyse approfondie des phénomènes sociaux. Il n'est d'ailleurs pas absolument nécessaire de trancher une fois pour toutes en faveur de l'un ou de l'autre pôle, car pour rendre un phénomène socioculturel intelligible et en saisir les nuances, l'adoption d'une position ambivalente semble la seule voie possible. Un domaine d'étude en quête de légitimité. Malgré des questionnements théoriques et méthodologiques cruciaux visant à comprendre nos sociétés en transformation, et en dépit de l'intérêt prononcé d'un public qui se sent toujours plus concerné, l'anthropologie des mondes virtuels demeure un champ d'étude en quête de légitimité académique. Dans l'ouvrage, on perçoit de façon évidente un projet de légitimation adjacent au projet ethnographique. Page après page, l'auteur nous démontre que cet objet aux apparences si honteuses, si dérangeantes, voire marginales, est en fait un objet hybride, à la fois exotique et familier situé au croisement d'une anthropologie du proche et du lointain. Or, il est encore courant que des chercheurs du domaine subissent des attaques quant à la pertinence de leurs travaux. Au cours de ses recherches antérieures auprès de communautés indonésiennes homosexuelles, Tebelstorff a dû faire face à un type similaire de critique, menant dans certains cas à une négation, si pas totale du moins partielle, de la légitimité à conduire des recherches sur une thématique considérée comme indigne, infondée, voire futile. Quel meilleur révélateur de l'imbrication trop souvent inavouée des sphères de la recherche et du politique que ce type de controverse et ces exemples récurrents du travail de sape que subissent les travaux qui sortent de l'ordinaire et, parfois, dérangent le mainstream institué académiquement. Récemment, le rapport Coburn, du nom d'un sénateur américain républicain, tiré à boulet rouge sur les travaux de chercheurs américains dont ceux de B. Nardi sur les communautés de joueurs de World of Warcraft, Nardi B. 2010, afin de passer au crible, Coburn TA 2011, la politique d'aide à la recherche et son système de financement. Désirant interpeller de manière explicite la population américaine et plus spécifiquement, les contribuables quant à l'utilisation de fonds publics, le rapport s'ingénie à souligner l'inutilité, voire le non-fondement, de certaines recherches ayant bénéficié d'un support financier à partir des deniers publics. Rédigé sous la forme d'un listing, il synthétise en quelques lignes, souvent de manière très caricaturale et partiale, une série de recherches considérées comme superflues, l'auteur n'hésitant pas à taxer ceux qui les ont menées de délinquants voire de profiteurs. Ouverture. Dans son récent livre, intitulé Ethnographie and Virtual Worlds, A Handbook of Method, Tebelstorff T, Nardi B, Pierce C, Taylor Tom L, 2012, coécrit en partenariat avec B. Nardi, C. Pierce et Tom L. Taylor, Tebelstorff propose des clés méthodologiques et épistémologiques destinées aux jeunes chercheurs désireux de se lancer dans l'étude de phénomènes sociaux en ligne. Depuis quelques années, il assure l'enseignement de cette nouvelle branche de l'anthropologie contemporaine, la cyberanthropologie, lors de séminaires doctoraux à l'Université de Californie à Irvine. Son auditoire pluriel mêle anthropologues, informaticiens ou encore infographistes en devenir, dont les débats se nourrissent de l'interdisciplinarité. Car si l'étude de ce champ ne veut pas être dépassée par l'histoire et les changements toujours plus rapides des technologies, une coopération accentuée entre chercheurs issus de différentes disciplines semble la seule solution possible. La prise de conscience aiguë des jeunes chercheurs quant à la nécessité d'étudier et d'analyser ce qui se trame en ligne est par elle-même révélatrice des enjeux liés aux transformations fondamentales qu'ouvrent les lieux du virtuel. Nombre d'individus jonglent désormais avec plusieurs supports interconnectés via lesquels leurs informations s'échangent et circulent toujours plus rapidement. Après l'ère des réseaux, celle du cloud computing, Tebelstorff T 2009, c'est-à-dire de l'interconnexion des réseaux, des instruments de connexion et de l'accessibilité mobile aux données, participe à ce mouvement fusionnel qui bouscule les catégories de l'en-ligne et du hors-ligne. Dans ce cadre, la culture et la technologie, l'espace privé de l'intime et l'espace public ou encore le corps et les appareils,
apparaissent de plus en plus imbriqués les uns dans les autres, s'influençant mutuellement tout en faisant fi des frontières géographiques et physiques, comme des barrières sociales et culturelles habituellement opérantes. Alors que l'histoire des mondes virtuels n'en est encore qu'à ses balbutiements, la superbe ethnographie menée par Thébault Elstorff permet de saisir les enjeux et les problématiques importantes posées par les humanités virtuelles. Ancrée dans un lieu et un temps précis, il n'en demeure pas moins qu'elle pose des questions plus larges et développe des idées importantes pour la bonne appréhension de ce qu'il adviendra dans l'aventure branchée et connectée de l'homme. En ce sens, c'est un travail précurseur qui ne manquera ni d'émerveiller ses lecteurs ni de les interroger quant aux fondements et aux singularités de l'humanité engagée dans cette grande marche du devenir numérique. Bibliographie. Andrieux B. 2011, Les avatars du corps, une hybridation somatechnique, Montréal Libère. Austin J.L., 1962, How to Do Things with Words, The William James Lecture Delivered at Harvard University in 1955, Oxford, ed. J.O. Urmson Clarendon. Belin E., 1998, Une sociologie des espaces potentiels. Logique dispositive et expérience ordinaire, Bruxelles, de Bock Université, Col. Ouverture sociologique. BOELLSTORFF, T 2005, The Gay Archipelago. Sexuality and Nation in Indonesia, Princeton University Press. 2009, Culture of the Cloud, Journal of Virtual Worlds Research, Volume 2, numéro 5. Document en ligne, disponible sur Internet, http://journals. tdl.org/jvwr/article/view/79 de 2010, Queer Techn, Two Thèses on Methodology and Queer Studies, in Brown K. Nash C. Deer, Queer Methods and Methodology, Intersecting Queer Theories and Social Science Research, London, Ashgate, pp. 215 à 230. 2011, Virtual Worlds and the Research Question, in Enslin A, Muse E. Deer, Creating Second Life. Community, Identity and Spatiality à Construction of the Virtual, New York, Taylor et Francis Routledge. BOELLSTORFFT, Nardi B. Pierce C., Taylor Tom L., 2012, Ethnography and Virtual Worlds, A Handbook of Method, Princeton University Press. Bourdieu P., 1982, Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard. Bromberger C., 1995, Le match de football, Ethnologie d'une passion partisane à Marseille, Naples et Turin, Bordeaux, Paris, Maison des sciences de l'homme, Col. Ethnologie de la France et regard sur l'Europe. Coburn T.A., 2011, The National Science Foundation, Under the Microscope, document en ligne, disponible sur Internet, http://tinyurl. com 83396 à 5. Deleuze G. 2003, Différence et répétition, Paris Puf, Col. Épiméthée, 1969. Fassin D. 1998, L'anthropologie entre engagement et distanciation. Essai de sociologie des recherches en sciences sociales sur le sida en Afrique, in Baker C., Dozon J.P., Obo C., Touré Monsieur Dire, Vivre et penser le sida en Afrique, Paris, hier Descartes Coderia, pp 41-66. Fassin D. Ben Saad Dire, 2008, Les politiques de l'enquête. Épreuves ethnographiques, Paris, La Découverte. Foucault Monsieur, 1966, Les mots et les choses, Une archéologie des sciences humaines, Paris Gallimard. 1969, L'archéologie du savoir, Paris Gallimard. Friedberg A. 2006, The Virtual Window, From Alberti to Microsoft, Cambridge, Mi-Press. Lévy P. 1995, Qu'est-ce que le virtuel, Paris La Découverte. Malinowski B. 1922, Argonauts of Western Pacific, New York, EP. Dutton & Co. MALABYT 2009, Making Virtual Worlds, Linden Lab and Second Life, Ithaca, Cornell University Press. Morin E. 2004, La méthode. 6. Éthique Paris Seuil. Nardi B. 2010, My Life a Night Elf Priest. En Anthropological Account of World of Warcraft, Ann Arbor, University of Michigan. Olivier de Sardan J.P., 1998, Émic, L'Homme, tome 38, numéro 147, pp 151-166. 2008, Émic ou le point de vue de l'acteur, in La rigueur du qualitatif, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, Col.
Anthropologie prospective pp 105 à 129. KOP 1993, Le virtuel, Vertu et vertige Paris Champvallon. Singleton Monsieur, 1998, Amateur de chiens à Dakar, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant. Virilio-P, 1988, La machine de vision, Essai sur les nouvelles techniques de représentation, Paris Galilée. Wendling T 2002, Ethnologie des joueurs d'échecs, Paris PUF. Winnicott DW 1975, Jeux et réalité, l'espace potentiel, Paris Gallimard. Wittgenstein L. 1986, Investigation philosophique, Trad FR, 1961, Paris. RE accent aigu D, Gallimard, Col. Tel. Partie 1, Mise en scène virtuelle. Chapitre 1, Sujet et enjeux de cette étude. 1. Arrivée et départ. Imaginez-vous débarquant soudain, seul, sur une plage tropicale, entouré de tout votre attirail, à proximité d'un village indigène, tandis que la petite embarcation qui vous a amené disparaît peu à peu au large. Illustration I1. Plus le choix, si ce n'est commencer aussitôt votre travail d'ethnographe. Imaginez encore que vous soyez un débutant, sans aucune expérience préalable, sans repère pour vous guider ni personne pour vous aider. Cette situation hypothétique correspond parfaitement à mon premier contact avec le terrain dans Second Life. Bien des anthropologues auront reconnu le passage célèbre, légèrement modifié, des Argonautes du Pacifique occidental publié en 1922 par Bronislaw Malinowski où il décrit la culture des habitants des îles Taubriand au nord de l'Australie. En dépit de ses faiblesses, c'est Malinowski plus que tout autre anthropologue, et ce sont les Argonautes, plus que tout autre ouvrage de Malinowski, qui ont établi la conviction que les anthropologues doivent idéalement posséder une expérience approfondie de la vie à proximité de ceux et celles dont ils ou elles souhaitent décrire l'existence. Il serait facile de citer des ouvrages de renom, où des généralisations grossières nous sont offertes, sans que nous soyons informés de quelque manière que ce soit des expériences d'actualité qui ont permis à leurs auteurs de tirer leurs conclusions. Malinowski 1922, page 3, italique de l'auteur. Lorsque l'on vit dans un village sans autre occupation que de suivre la vie indigène, on assiste sans cesse aux coutumes, cérémonies et transactions habituelles, on dispose d'exemples de leurs croyances telles qu'elles sont vraiment vécues, et aussitôt toute la chair et le sang de la vie indigène authentique viennent étoffer le squelette des constructions abstraites. Malinowski 1922, page 18, italique de l'auteur. Malinowski parle d'expérience authentique, de croyance authentique, de vie authentique. Dans le présent ouvrage, j'emprunte les méthodes et les théories de l'anthropologie classique pour les appliquer à un monde virtuel auquel on ne peut accéder que par le biais d'un écran d'ordinateur. Cependant, les mondes virtuels sont tellement récents que je consacrerai un bon nombre de pages à l'introduction de quelques questions générales qu'il convient de garder à l'esprit avant de plonger dans l'exploration détaillée de Second Life. Je suis un anthropologue dont les travaux de recherche présents et passés portent sur la sexualité en Indonésie, Bullstorff, 2005-2007. Un anthropologue dans Second Life est une étude anthropologique de Second Life. Il s'agit d'un monde virtuel qui appartient et est géré par la société Linden Lab. Au terme de mon étude, des dizaines de milliers de personnes vivant sans doute sur des continents différents passaient d'une partie de leur vie en ligne. Pour examiner comment l'anthropologie pourrait contribuer à comprendre la culture dans les mondes virtuels, je me suis appuyé sur de nombreuses études antérieures consacrées à la culture d'Internet en menant une étude de terrain totalement à l'intérieur de Second Life, utilisant mon avatar Tom Bukowski, ma maison et mon bureau dans Second Life, auquel j'ai donné le nom d'Ethnographia. J'ai appliqué des protocoles habituellement utilisés pour des sujets humains, ainsi que des méthodes anthropologiques classiques, telles que l'observation participante et les interviews. Il pourrait sembler discutable d'affirmer que l'on peut mener des recherches au sein même d'un monde virtuel, étant donné que les personnes qui s'y trouvent passent le plus clair de leur temps dans un monde actuel, mais aussi parce que les mondes virtuels réagissent au monde actuel et s'y réfèrent de multiples manières. Toutefois, comme je l'explique au chapitre 3, l'étude des mondes virtuels selon leurs propres critères est non seulement possible, mais cruciale pour le développement de méthodes de recherche qui soient adaptées aux réalités du changement technologique. La plupart des mondes virtuels comptent aujourd'hui des dizaines de milliers de participants, voire davantage,
et la grande majorité d'entre eux n'interagissent que dans le monde virtuel. Ces formes d'action sur la société et leur sens se produisent au sein du monde virtuel et il en résulte que nous avons un besoin urgent de méthodes et de théories qui tiennent compte de cet état de fait. Autre réflexion fondamentale, la nécessité d'une analyse descriptive plutôt que de modes d'argumentation prescriptifs qui caractérisent la plupart des discussions relatives au monde virtuel, en raison bien souvent d'intérêts légitimes pour leurs implications sociales et leur conception. Lorsque j'étudie les homosexuels indonésiens, je ne me pose pas la question: est-ce une bonne chose que des identités homosexuelles aient émergé en Indonésie? Je considère cette émergence comme un acquis. De la même manière, je ne me demande pas dans ce livre: est-ce une bonne chose que les mondes virtuels aient fait leur apparition? Ou est-ce que Second Life prend la bonne direction? Bien que ces questions revêtent une certaine importance pour bon nombre de personnes dans Second Life et ailleurs, je considère dans cet ouvrage l'émergence de Second Life comme un acquis et je m'efforce d'analyser les pratiques et les croyances culturelles qui y prennent forme. L'idée d'humanité virtuelle, qui apparaît dans le sous-titre de ce livre, peut être interprétée de deux manières, reflétant ainsi les deux pistes de recherche que je développerai tout au long de l'ouvrage. Tout d'abord, bien que certaines études scientifiques sérieuses aient affirmé que la culture en ligne annonçait l'arrivée du post-humain, je démontre que la culture de Second Life est profondément humaine. Les mondes virtuels ne se bornent pas à emprunter des idées à la vie réelle. Les mondes virtuels nous montrent à quel point, sous notre propre nez, nos vies réelles ont toujours été virtuelles. C'est en étant virtuels que nous sommes humains. Étant donné que la nature humaine consiste à vivre sa vie au travers du prisme de la culture, l'être humain a toujours été un être virtuel. La culture est notre fonction indispensable, nous sommes virtuellement humains. Toutefois, il serait faux d'affirmer qu'il n'y a rien de nouveau sous les feux éblouissants du soleil virtuel. Ma seconde piste d'analyse est que les mondes virtuels ont des répercussions importantes sur la vie sociale. En rapprochant le mot virtuel du sens de presque, la seconde interprétation possible du sous-titre de l'ouvrage implique que dans les mondes virtuels, nous ne sommes pas vraiment humains. Notre humanité est déstabilisée, considérée sous un nouveau jour et reconfigurée au moyen de possibilités différentes de spatialité par la subjectivité et par la communauté. L'anthropologie, une étude positive et formelle des connaissances humaines sur l'humain, Wagner 2001 PXVII, permet de révéler les couches de contingence de la catégorie du virtuellement humain, plutôt que de renvoyer ce type de contingence à une catégorie du post-humain et par conséquent à restreindre les limites de l'humain lui-même. J'aborde ces deux pistes d'analyse en écrivant une ethnographie, un texte basé sur une étude de terrain et que l'on désigne aussi sous le terme de méthode ethnographique. Les interprétations contemporaines de la méthode ethnographique présupposent des perspectives historiques et comparatives, et à plusieurs reprises, j'évoquerai l'histoire des mondes virtuels ainsi que les mondes virtuels différents de Second Life. Le terrain d'investigation en ligne d'un anthropologue dans Second Life paraît sans doute fort différent de celui d'Indonésie. Mais comme ce fut le cas pour mes travaux précédents, cet ouvrage d'une part aborde des questions générales sur l'individualité et la société, et d'autre part constitue une expérience méthodologique. En m'appuyant sur un nombre substantiel de recherches antérieures sur les mondes virtuels, je soutiens que l'ethnographie laisse prévoir qu'il sera possible d'éclairer les connaissances sur la culture en ligne, et cela pas à cause du fait que cette méthode est ancienne, voire démodée. L'ethnographie peut jouer un rôle particulier dans l'étude des mondes virtuels, parce qu'elle les a anticipés. Virtuelle avant que l'Internet n'apparaisse, l'ethnographie a toujours produit une sorte de connaissance virtuelle. Empruntant une expression à Malinowski, Clifford Geertz affirmait que le but de la compréhension ethnographique est de parvenir au point de vue de l'indigène, Geertz, 1983. La citation extraite de Malinowski au début du présent ouvrage vous invitait à vous imaginer, dans un endroit nouveau, à y être virtuellement. Les représentations des personnes dans les mondes virtuels sont désignées sous le terme « avatar ». L'injonction de Malinowski, vous imaginez, dans un endroit inhabituel souligne la manière dont l'anthropologie a toujours eu pour objet d'avatariser l'individu, en se mettant virtuellement à la place ou à l'endroit d'une autre culture. Je m'appuie intentionnellement sur l'anthropologie classique pour démontrer la promesse des méthodes ethnographiques concernant l'étude des mondes virtuels.
Le titre anglais de ce livre, Coming of Age in Second Life, évoque celui de l'ouvrage qui a fait la réputation de Margaret Mead, Adolescence à Samoa, Mead 1928. En même temps, il apparaît clairement que je m'appuie sur des critiques anthropologiques contemporaines de la méthode ethnographique, à commencer par le débat passionné qu'a suscité l'ouvrage de Mead. Les anthropologues reconnaissent aujourd'hui que les frontières des terrains sont contestées et produites en partie par les ethnographes eux-mêmes, Gupta, Ferguson, 1997. Ils reconnaissent également que la recherche ethnographique ne doit pas se limiter à un seul terrain d'investigation. En effet, on peut en un certain sens considérer que cette étude de Second Life constitue une part d'un projet personnel d'ethnographie multisite, une anthropologie de la modernité qui considère les homosexuels indonésiens et les résidents de Second Life comme les nœuds d'une formation culturelle émergente, à la fois transnationale, nationale et locale, et à la fois virtuelle et actuelle. Il est possible de publier de nombreux types d'ouvrages sur Second Life, chacun visant un lectorat particulier. Un des défis auxquels je suis confronté est que je souhaite qu'un anthropologue dans Second Life soit lu et commenté par différentes catégories de lecteurs. J'espère que ce livre sera utile pour ceux et celles qui s'intéressent à l'anthropologie, aussi bien des diplômés que des étudiants en cours de formation universitaire. J'espère également qu'il sera lu par des spécialistes, des experts et des concepteurs dans des domaines tels que l'étude des jeux, l'informatique, les recherches en sciences et technologies. J'aimerais également que cet ouvrage intéresse les personnes qui participent au monde virtuel ou aux jeux en ligne. Celles qui passent du temps dans Second Life font partie de cette dernière catégorie de lecteurs, y compris les nombreux amis et connaissances dont la gentillesse, la patience et la perspicacité m'ont permis d'écrire ce livre. Ensuite, il y a tous ces lecteurs et toutes ces lectrices que je ne peux prévoir et qui trouveront le sujet intéressant. Il est impossible d'écrire un livre qui plaise absolument à tous les lecteurs et à toutes les lectrices. Certains ES trouveront sans doute mon écriture trop technique. D'autres la trouveront trop informelle. Certains ES encore seront dérangés ES par mes trop nombreuses références à des sources scientifiques, et d'autres penseront que j'aurais dû citer telle ou telle autre référence. Certains ES seront frustrés ES par ma position conciliante à l'égard des mondes virtuels. D'autres penseront que je minimise leur importance. Ceux et celles qui ont peu d'expérience des mondes virtuels regretteront peut-être que je ne consacre pas plus de temps à comprendre pourquoi les gens trouvent ces mondes virtuels aussi fascinants, ou encore à décrire leurs effets potentiellement néfastes, alors que ceux et celles qui connaissent bien les mondes virtuels regretteront que je n'ai pas écrit un livre qui détaille les sous-cultures et les débats propres à Second Life. Je ne peux qu'espérer que tous ces lecteurs et toutes ces lectrices se rencontreront à mi-chemin, et que cet ouvrage leur apportera quelque chose d'utile ou les mènera à une réflexion intéressante. Cet ouvrage propose ainsi un portrait ethnographique de la culture de Second Life, durant la période de mon enquête de terrain, soit entre le 3 juin 2004 et le 30 janvier 2007. Étant donné que Second Life a été mise en ligne en juin 2003, j'en retrace les premières années, celles où le monde virtuel rentrait dans l'adolescence, comme l'indique le titre anglais du livre. Dès le début apparaît un problème d'échelle spatiale, Second Life semble trop grand et trop petit. Trop petit parce que la plupart des personnes qui résidaient dans Second Life pendant mes travaux de recherche participaient à d'autres mondes virtuels et à d'autres jeux en ligne, ainsi qu'à des blogs, des forums et autres sites web. Les contraintes de la recherche ethnographique m'empêchent de mener des recherches de ce type en même temps en Thaïlande et en Indonésie. De la même manière, je ne pouvais étudier d'autres mondes virtuels alors que je menais des recherches ethnographiques dans Second Life. C'est pourquoi la comparaison de Second Life avec d'autres mondes virtuels dépasse le propos de cet ouvrage. Si l'on ne met pas en œuvre un méticuleux travail d'ethnographie, on ne peut baser la comparaison sur du solide. De toute évidence, tous les mondes virtuels sont différents, et Second Life se distinguait singulièrement par exemple de mondes virtuels dédiés au combat qui existaient au même moment, tel World of Warcraft Coaster 2006. Toutefois, ces univers virtuels présentent des similitudes, un peu comme toutes les langues humaines ont des traits communs même lorsqu'elles ne sont pas compréhensibles l'une pour l'autre. Trop grand parce que, comme c'était le cas pour de multiples mondes virtuels au moment de ma recherche de terrain, Second Life avait déjà atteint une telle taille qu'il y coexistait un nombre très important de sous-cultures.
À plusieurs reprises, j'aborderai la question des sous-cultures dans Second Life, et j'espère en faire une analyse plus précise dans mes écrits futurs. Néanmoins, le but de ce livre est d'explorer ce que l'on pourrait apprendre de Second Life si on l'appréhendait comme une culture unie. De la même manière que l'on peut étudier la culture nationale indonésienne ou des cultures plus locales, telles que celle de Java, on peut aborder valablement Second Life en examinant ses principales caractéristiques culturelles. Chacun sait qu'il est plus facile de reconnaître des sous-cultures que des cultures. Personne au cours de ma recherche n'a nié qu'il existait des sous-cultures dans Second Life, mais nombreux sont ceux qui doutaient de l'existence d'une culture Second Life. Affirmer qu'un monde virtuel tel que Second Life n'est composé que de sous-cultures revient à confondre les notions de sous-culture en termes d'identité et de style, Ebdige, 1979, et les notions anthropologiques de culture en termes de signification partagée et de relations de pouvoir. 2. Second Life au quotidien. Un homme passe ses journées dans la peau d'un petit écureuil, d'un lutin ou d'une femme sensuelle. Un autre vit l'existence d'un enfant, alors que deux autres personnes acceptent d'être ses parents virtuels. Deux sœurs, dans la vie réelle, vivant à des centaines de kilomètres l'une de l'autre se rencontrent chaque jour pour jouer ou acheter de nouvelles chaussures pour leurs avatars. La personne qui fabrique les chaussures a quitté son emploi dans la vie réelle, parce qu'elle gagne à présent plus de 5 000 $ par mois en vendant des vêtements virtuels. Un groupe de chrétiens prie ensemble dans une église. À proximité, un autre groupe de personnes s'ébattent dans une orgie sexuelle virtuelle. Non loin de là, un kiosque à journaux distribue des exemplaires d'un journal virtuel qui emploie 10 reporters. Il propose des publicités pour une entreprise automobile réelle, pour les cours offerts par une université virtuelle, pour un concours de pêche, et un musée d'aéronautique où sont exposées des répliques de fusées et de satellites. Cette liste d'exemples ne donne qu'un aperçu bien pauvre du nombre infini de manières dont les utilisateurs de Second Life interagissent entre eux et avec le monde virtuel. À l'époque de mon enquête de terrain, le niveau de la couverture médiatique du monde réel dans Second Life a augmenté sensiblement, mettant régulièrement l'accent sur des aspects du monde virtuel perçus comme sensationnels. Par exemple, le fait que l'activité économique quotidienne atteigne le chiffre d'1 million de dollars ou qu'un musicien du monde réel donne un concert dans le monde virtuel. Mais les événements considérés comme exceptionnels ont une valeur limitée. Ils se produisent dans le contexte de normes plus larges qui, à première vue, semblent parfois inintéressantes, mais qui constituent en fait la véritable clé pour comprendre la culture. C'est pour cette raison qu'il sera utile de présenter Second Life, non pas par le biais de quelque incident notoire, mais plutôt par la description d'une après-midi ordinaire telle qu'elle pouvait se dérouler au moment de ma recherche de terrain. Je n'entends pas que cette description soit représentative de l'expérience de tout un chacun, mais plutôt qu'elle présente simplement un exemple de ce que la vie dans Second Life pouvait être au cours de mon enquête. Les lecteurs qui ont une certaine expérience des mondes virtuels y verront peut-être une description évidente, mais je leur demanderai alors d'être attentifs au type de présupposés culturels contenus dans ces détails, apparemment banals, de la vie quotidienne. IMAGINEZVOUS soudain téléportez-eux, dans Second Life, seul chez vous. Vous possédez déjà un compte Second Life et donc un avatar, que nous appellerons Sammy Jones. Sur un ordinateur. Chez vous, au bureau ou sur votre portable dans un café, vous lancez votre programme Second Life de la même manière que vous lanceriez votre programme de messagerie électronique, votre traitement de texte ou votre navigateur web. Après vous être identifié grâce au nom de votre avatar et de votre mot de passe, vous voyez apparaître votre avatar qui n'a jamais besoin de manger ni de dormir, debout dans votre maison. Illustration I2. Vous avez construit cette maison à l'aide de primitives, que l'on nomme aussi prims. C'est le nom que l'on donne aux objets dans Second Life. Vous y êtes parvenu après avoir appris à utiliser les outils de construction de Second Life dans une zone appelée bac à sable, où vous pouvez construire gratuitement, mais où tout ce que vous construisez est effacé après quelques heures. Illustration I3. La parcelle de terrain sur laquelle se situe votre maison est un carré de 1024 mètres carrés virtuels. Vous l'avez payé environ 30 $ à un agent immobilier virtuel, en utilisant des Linden Dollars ou Linden pour la transaction. Pour le droit de posséder ce terrain, vous avez payé à Linden Lab,
la société qui possède Second Life, la somme de $9,95 par mois pour un compte premium et un supplément de $5 par mois pour pouvoir posséder jusqu'à 1024 mètres carrés de terrain. C'est ce que l'on appelle le droit d'utilisation des terres. À l'aide de votre souris et de votre clavier, vous vous déplacez dans votre maison, décorée de meubles, de peintures et de tapis. Vous avez acheté certains de ces objets dans des magasins de Second Life. Vous en avez aussi fabriqué vous-même. Vous décidez que vous n'aimez plus le tapis blanc du salon. Vous ouvrez alors votre inventaire, qui apparaît sur votre écran sous la forme d'une fenêtre, remplie de dossiers contenant des objets, illustration I4. Vous glissez une icône appelée tapis vert, de votre fenêtre inventaire et comme par magie, le tapis apparaît dans votre salon. Vous cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le tapis blanc, et un menu circulaire présente des commandes rangées sous la forme d'un cercle. Vous choisissez l'option Prendre, et le tapis blanc disparaît de votre maison en même temps qu'une icône appelée tapis blanc apparaît dans votre inventaire. Maintenant vous sortez de votre maison par la porte d'entrée, et vous tapez F sur votre clavier et vous commencez à voler. À mesure que vous prenez de l'altitude et de la vitesse, vous voyez le paysage de collines verdoyantes s'éloigner. Alors que vous avancez dans l'espace, des bâtiments, des arbres et d'autres objets vous apparaissent, illustration I5. Les utilisateurs de Second Life nomment habituellement les objets « Res into existence », une expression qui date du film Tron, 1982, un des premiers films à avoir fait usage du graphisme généré par ordinateur et à avoir représenté un monde virtuel. Ce phénomène de raising nécessite quelques secondes, ce qui s'explique par le fait que le logiciel Second Life sur votre ordinateur est un client léger qui ne fournit que l'interface de base Kushner, 2004 page 53. Presque toutes les données concernant les objets qui composent Second Life sont transmises à votre ordinateur par Internet. Dans un sens bien entendu, les objets et les données qui les concernent sont une seule et même chose. La plupart de ces objets, tout comme votre maison, ne sont pas créés par Linden Lab. En effet, Second Life est basé sur le principe que les utilisateurs créent le contenu, Ondrejka 2004a. Linden Lab assure la maintenance de la plateforme de base de Second Life, soit un paysage constitué de terre ferme, d'eau, d'arbres et de ciel, un ensemble d'outils de construction, et un dispositif permettant de contrôler, de modifier et de communiquer entre avatars. Presque tout le reste résulte des millions d'heures que consacrent chaque mois des personnes ou des groupes de personnes à la création d'objets. La plupart de ces créations sont destinées à un usage personnel ou privé, mais comme les résidents de Second Life ont la possibilité de gagner de l'argent réel, dans le monde virtuel et de faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle sur tout ce qu'ils créent, des entrepreneurs individuels ou même des entreprises créent des objets pour les vendre. Alors que vous poursuivez votre vol, vous apercevez 3 personnes, plus précisément 3 avatars, qui res into view. Vous saviez qu'ils seraient là parce que vous avez tapé Ctrl+M, afin d'ouvrir une fenêtre contenant votre carte du monde, et avez repéré 3 points verts sur la parcelle de terrain dans laquelle votre avatar s'apprêtait à entrer, illustration I6. Cette parcelle, un carré de 264 mètres de côté, s'appelle un sim, abréviation de simulateur. On stocke généralement 4 sims sur un serveur physique. Lorsque votre avatar pénètre sur un sim, votre ordinateur reçoit des informations au sujet de ce sim par Internet. Ces serveurs stockent toute l'information relative au paysage du sim ainsi que les objets créés et les bâtiments construits, de façon à ce que le monde virtuel continue à exister lorsque les utilisateurs éteignent leurs ordinateurs. Les 3 avatars dont vous vous approchez sont contrôlés par des personnes qui, comme vous, sont actuellement connectées à Second Life. Elles se trouvent peut-être à proximité d'où vous vous trouvez, ou à des centaines de kilomètres, voire sur un autre continent. Il est également possible que 2 personnes différentes, assises devant un même ordinateur, contrôlent ensemble le même avatar. À l'époque de ma recherche de terrain, il n'était possible d'établir une communication orale satisfaisante qu'au moyen de logiciels tiers et peu d'utilisateurs y avaient recours. Toutefois, une fois que vous vous trouvez à une distance inférieure à 30 mètres virtuels de ces 3 avatars, ils sont en mesure d'entendre ce que vous dites. Si vous tapez quelque chose dans la fenêtre de dialogue, le texte que vous écrivez apparaît sur leur écran au moment où vous enfoncez la touche Retour. Si vous cliquez sur un avatar à l'aide de votre souris, vous pouvez faire apparaître un profil qui vous fournit des informations sur la personne,
un petit paragraphe que l'utilisateur a composé pour se décrire, la liste de ses endroits favoris dans Second Life, les groupes dont il est membre. Toutes ces informations renvoient à un nom d'emprunt. Rares sont les utilisateurs qui affichent leur nom réel. Tout comme vous parvenez à voir derrière la tête de votre avatar ainsi que des autres avatars, les personnes qui les contrôlent vous observent aussi par le biais de leur écran et peuvent également avoir accès à votre profil. Vous envoyez le message « Comment allez-vous » à ces 3 personnes. Bien, vous répond l'une d'entre elles dont le nom est Judy Fireside. Nous étions justement en train de dire que nous envisagions d'aller au Cool Club pour leur soirée danse des années 80. Vous poursuivez la conversation pendant quelques minutes, avant de décider que vous souhaitez dire quelque chose en particulier à Judy Fireside. Vous cliquez alors sur son avatar et choisissez « Envoi d'un message instantané » sur le menu circulaire qui s'affiche. S'ouvre alors une fenêtre qui vous permet de rédiger votre message instantané, ou IM, uniquement destiné à Judy. Pendant quelques minutes, vous entretenez 2 conversations simultanément. Vous faites partie d'un groupe de 4 personnes qui dialoguent entre elles, mais également d'un groupe de 2 personnes qui entretiennent une conversation en message instantané, en faisant éventuellement des commentaires sur ce que dit l'une des 2 autres personnes. C'est un peu comme si on pouvait parler et murmurer en même temps. Vous vous rendez compte que vous désirez rester en contact avec Judy Fireside. Vous cliquez à nouveau sur son avatar en utilisant le bouton droit de votre souris et choisissez « Ajouter un ami » dans le menu circulaire. Un message apparaît alors sur l'écran de Judy lui indiquant que « Sammy Jones souhaite devenir votre ami ». Elle choisit de répondre par « Oui ». Judy ne sera plus un petit point vert anonyme sur la carte du monde, ou sur la mini-carte qui vous permet d'afficher votre zone locale. Vous saurez où elle se trouve, et vous recevrez un avis lorsqu'elle se connectera ou se déconnectera. Vous décidez à présent d'aller acheter une nouvelle chemise pour votre avatar. Vous prenez congé de Judy et des 2 autres personnes avec qui vous étiez en train de parler. Vous ouvrez à nouveau la carte du monde, et vous apercevez le sim où se trouve votre avatar ainsi que quelques autres simulateurs proches. Vous faites alors un zoom arrière pour voir Second Life dans sa totalité. Plus de 2000 simulateurs à ce moment-là, disposés en un ensemble de continents flottant sur une mer d'azur et désignés par le terme terre ferme, ainsi que des milliers de Sims supplémentaires séparés des continents et désignés sous le terme des îles, illustration I7. Plus de 10 000 petits points verts couvrent la terre ferme et les îles, chacun représentant la position d'une personne actuellement connectée à Second Life. Certains points sont isolés. Il s'agit peut-être d'une personne qui construit une maison, qui se balade dans un centre commercial ou qui est simplement assise au milieu d'une forêt. Vous apercevez aussi des paires de points. Il s'agit peut-être de 2 amis qui se racontent leurs dernières nouvelles, ou d'un couple en train de faire l'amour, ou d'un agent immobilier qui fait visiter une parcelle de terrain à quelqu'un. Vous voyez aussi des groupes pouvant totaliser jusqu'à 70 points. Une discothèque à la mode, un casino ou un débat philosophique. Où était encore ce magasin de chemises que j'aimais ? Vous enfoncez les touches CTRL+F sur le clavier et la fenêtre de recherche « Trouver » apparaît à l'écran. Elle contient des onglets permettant de localiser des personnes, des endroits et des événements. Vous choisissez « Endroit » et tapez le mot « chemise ». Plusieurs centaines de magasins vendant des chemises apparaissent dans la fenêtre de dialogue et vous y reconnaissez celui que vous cherchiez. Vous cliquez sur le bouton « Téléportation » de la fenêtre « Trouver » et après quelques secondes de noir, vous vous trouvez à l'autre bout du continent dans un magasin qui prend forme progressivement autour de vous. Le mur est couvert de carrés qui contiennent des images de chemises et des prix. 70 linden, 150 linden, 95 linden. Vous en voyez une qui vous plaît. Vous cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le carré correspondant et choisissez « Acheter » dans le menu circulaire qui s'affiche. 70 linden, soit environ 2500 au moment de ma recherche de terrain, sont déduits de votre compte Second Life et la chemise se déplace vers votre inventaire. Ouvrez alors votre fenêtre d'inventaire, choisissez la commande Porter, et après quelques secondes, votre avatar portera sa nouvelle chemise. Vous constaterez alors qu'un magasin voisin, à l'apparence d'un château médiéval, vend des textures que l'on peut ajouter à la surface des primes. Il y a un certain temps que vous souhaitez ajouter une terrasse à votre maison, et alors que vous déambulez dans ce second magasin,
un de ses propriétaires dont l'avatar est assis sur un escalier en pierre vous demande « Puis-je vous aider ?» Vous répondez que vous êtes à la recherche d'une texture de planche, et le gérant vous montre quelques textures de bois à vendre pour 300 linden. Elles sont très jolies, et vous en achetez en procédant de la même façon que pour la chemise il y a quelques minutes. Une fois que les nouvelles textures sont dans votre inventaire, vous vous téléportez chez vous, puis vous sortez de votre maison et vous choisissez la commande « Créer ». Une boîte s'affiche sur le sol devant vous. Vous choisissez la commande « Éditer » et transformez la boîte en un cube de 10 mètres d'arête, ce qui représente la taille maximale pour un prime, et ensuite vous l'aplatissez pour lui donner une épaisseur d'un demi-mètre. Le nombre de primes avec lesquels vous travaillez dépend de la dimension de votre parcelle de terrain. Vous disposez d'environ 450 primes sur votre terrain et vous n'en avez utilisé que 300 pour le moment. Vous pourrez sans dommage en ajouter quelques-uns à votre terrasse. Vous déplacez la terrasse carrée que vous venez de créer pour l'adosser à l'arrière de votre maison, et vous créez 2 nouveaux primes sous forme de piquets destinés à soutenir la terrasse. Dans ce monde virtuel, une terrasse n'a pas besoin de piliers pour la soutenir, mais comme la plupart des gens, vous créez des structures qui, d'une manière ou d'une autre, répondent visuellement aux lois de la physique. À présent, vous ouvrez votre inventaire pour choisir une des textures de planches que vous venez d'acheter, et vous la faites glisser sur la nouvelle terrasse que vous avez créée. Vous êtes en train de déplacer votre terrasse légèrement vers la droite, pour qu'elle soit bien alignée sur la position de la porte arrière de votre maison, lorsqu'une fenêtre de messagerie instantanée apparaît brusquement sur votre écran. C'est Judy Fireside qui vous demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Vous lui dites de venir voir votre nouvelle terrasse, et elle se téléporte en compagnie d'un ami, George Walker. Vous entamez rapidement une conversation à 3 au cours de laquelle George vous raconte à vous et à Judy que sa mère réelle est souffrante depuis quelque temps. Mais parlons d'autre chose, dit alors George. Une de mes amies se marie. Je viens de lui envoyer un message et elle m'a dit que toi et Judy pouviez venir avec moi. Vous et Judy dites que vous seriez très heureux d'assister au mariage. Dans votre inventaire, vous trouvez un smoking que vous avez acheté il y a environ 2 mois, mais que vous n'avez pas encore eu l'occasion de porter. Vous habillez votre avatar, tandis que Judy et George cherchent des vêtements habillés pour leurs avatars. Judy choisit une superbe robe rouge et noire, fabriquée à l'aide de primes flexibles qui lui donnent l'apparence de soie flottant dans la brise de Second Life. Elle a été créée par une couturière célèbre qui gagne plus de $3000 par mois en vendant ses créations. Une fois que tout le monde est prêt, vous vous téléportez tous les 3 jusqu'à une église accrochée au flanc d'une montagne virtuelle. Des bassins agrémentés de fontaines et grouillants de poissons entourent la porte de l'église. À l'intérieur, des guirlandes de fleurs ornent les bancs et une douce musique, du piano égaye l'atmosphère. Une vingtaine de personnes ont déjà pris place sur les bancs de l'église. Le témoin et la demoiselle d'honneur ainsi que le prêtre se trouvent devant l'autel. Vous, Judy et George vous asseyez sur un banc et vous envoyez mutuellement des messages instantanés pour ne pas perturber la solennité de l'événement. Je ne suis jamais venu dans cette église, elle est splendide. Après quelques minutes, les mariés se préparent à se diriger vers l'autel. Ils sont ensemble depuis plus d'1 an dans Second Life, mais ne se sont jamais rencontrés dans le monde réel. Pour tout dire, ils n'ont jamais échangé aucune information au sujet de leur vie réelle. La mariée est peut-être un homme et le marié une femme, et tous deux sont peut-être déjà mariés dans la réalité, mais vous vous sentez vraiment heureux lorsqu'ils échangent leurs promesses. Finalement, le marié et la mariée tapent tous les deux « oui » dans leur message, et sur votre écran vous lisez que le prêtre invite les mariés à s'embrasser maintenant, et chacun ouvre alors sa fenêtre d'inventaire et clique sur l'icône de ce que l'on appelle une animation. Un programme qui permet aux avatars de bouger. Les avatars s'embrassent et tous les invités présents dans l'église tapent « Bravo !» Félicitations. Tellement heureux pour vous, sur leur clavier. Après la cérémonie, une soirée est organisée dans une grande salle à 2 pas de l'église. Vous cliquez sur une boule pendue au plafond de la salle, et votre avatar se met à bouger. Vous dansez avec les autres invités, tout en échangeant des propos sur la cérémonie et en félicitant les mariés. Après quelques chansons, vous jetez un coup d'œil sur le haut de votre écran et réalisez que vous êtes connecté depuis plus de 2 heures, votre corps réel a faim et il est l'heure du dîner. Vous saluez les mariés,
Vous dites à Judy et George que vous les reverrez bientôt, puis vous quittez le programme Second Life comme vous quitteriez n'importe quel autre programme sur votre ordinateur. Second Life disparaît de votre écran, mais tandis que vous vous dirigez vers la cuisine pour y couper les légumes, vous pensez à tous ces gens qui continuent à danser là-bas avec les mariés et admirent un coucher de soleil virtuel sur l'horizon d'une mer virtuelle. 3. Règles de discussion. Ce tableau composite n'est pas sans rappeler un type de narration à la Robinson Crusoe, fondé sur l'usage de la maîtrise technique, comme moyen de contrôler son environnement, Redfield, 2000 page 8. Ce regard ne décrit ainsi qu'une infime portion des milliers de façons dont les gens passaient leur temps dans Second Life, au moment de ma recherche de terrain. Certains étaient solitaires, d'autres faisaient partie de groupes de centaines de personnes. Certains entretenaient des relations émotionnelles et sexuelles intenses, d'autres venaient dans Second Life pour naviguer sur un lac virtuel, danser dans une discothèque, ou jouer à des jeux de société, sans recherche de relations intimes mais simplement pour faire connaissance. Les mondes virtuels permettent de nombreuses formes d'interaction sociale, et notamment la recherche anthropologique. De la même manière qu'il m'est possible d'assister à un mariage ou de construire une maison dans Second Life, je peux interviewer les résidents de Second Life au sujet de leurs expériences, ainsi que pratiquer l'observation participante en suivant les gens de près dans leur vie quotidienne au sein de cette communauté. Toutefois, si l'on veut appréhender adéquatement ce qui se joue dans l'émergence des mondes virtuels, il est indispensable de définir clairement les bases terminologiques de la discussion. Il y a beaucoup d'éléments historiques concernant les mondes virtuels, mais de nombreux aspects sont nouveaux. C'est ainsi que la constitution d'une terminologie n'est pas une sinécure, notamment parce que les mondes virtuels sont en constante mutation et que les imprécisions conceptuelles ne sont pas rares, Lange, 2008. Les notions de métavers qui combinent, par exemple, les mondes virtuels, les simulations, la technologie de la réalité virtuelle et les badges sociométriques finissent souvent par ne plus permettre de distinguer chacun de ces systèmes, Cascio-Pfaffendorf-Smart, 2007. En gardant à l'esprit qu'il est impossible de représenter parfaitement cette situation complexe et mouvante, je souhaiterais proposer une liste de termes les plus clairs possibles, tout en reconnaissant qu'ils sont susceptibles d'être modifiés. Ce livre examine ainsi avant tout le phénomène des mondes virtuels, des lieux de culture humaine réalisés grâce à des programmes informatiques au travers d'Internet. Autre définition intéressante de la notion de monde virtuel, tout espace physique généré par un ordinateur, qui peut apparaître à de nombreuses personnes au même moment, Castronova 2005 page 22. Ma définition et celle de Castronova supposent toutes deux la présence de 3 éléments fondamentaux dans tous les mondes virtuels. Il s'agit 1. de lieux, 2. habités par des personnes, et 3. réalisés grâce à des technologies en ligne. Dans un texte de la longueur d'un livre, les synonymes permettent d'éviter les répétitions. C'est pourquoi j'utiliserai alternativement virtuel, cyber et en ligne, même si d'autres ont établi des terminologies dans lesquelles leur sens diffère. On pourra donc considérer dans cet ouvrage les termes cybersocialité et culture en ligne comme des équivalents proches de la notion de monde virtuel. Toutefois, pour limiter mon inventaire de synonymes, je n'utiliserai pas les termes monde synthétique Castronova 2005, monde persistant Kushner 2003, monde artificiel, Chapin et al. 1995, Schroeder 2002, monde numérique, Helmreich 1998, monde miroir, Gelernter 1991, monde possible, Ryan 1991, Schroeder 1996, communauté virtuelle, Rheingold 2000, environnement virtuel, Blaskowicz 2002, Schroeder 2006 ou métavers, Stephenson 1993. Je souhaite surtout éviter synthétique et artificiel. Pour certains chercheurs ces termes ont une valeur, mais pour les objectifs que je poursuis ils prêtent à confusion. En effet, la caractéristique distinctive des mondes que j'observe n'est pas qu'ils soient fabriqués, mais plutôt qu'ils soient virtuels. Le monde réel, de la vie sociale humaine se trouve également synthétisé par le biais de l'artifice humain. Les mondes virtuels sont de toute évidence des construits sociaux, mais ils sont loin d'être uniques à cet égard. Le terme monde apparaît très souvent dans les expressions que nous venons de mentionner, mais constitue l'objet de beaucoup moins de théories que les termes qui l'accompagnent. Le terme monde tend à renvoyer à des contextes sociaux à grande échelle et présentant des éléments visuels et interactifs, de la même manière que environnement
et espace. Il se distingue donc de la notion plus abstraite de communauté, ou de la notion plus individualiste de vie, comme dans le terme Second Life, qui n'est pas Second World, malgré le fait que la plupart de ses résidents le considéraient comme un monde virtuel. Le terme monde constitue une métaphore dangereusement naturaliste, qui laisse supposer qu'il s'agit d'une entité qui d'une part est née sans intervention humaine et d'autre part est autonome et sans frontières. Vous pouvez faire le tour d'un monde, et à l'arrivée vous retrouvez là où vous l'avez commencé. C'est pour cette raison que les anthropologues de la mondialisation considèrent qu'il est plus productif de parler, non pas de monde, mais de la mondialisation des domaines culturels, Jan 2001 par exemple. Il serait sans doute plus utile de s'interroger sur la mondanité virtuelle, de la socialité humaine en ligne. À cet égard, la notion de monde 3 proposée par le philosophe Karl Popper, c'est-à-dire des structures objectives, réelles et publiques qui peuvent prendre la forme d'une organisation sociale ou de modes de communication, pourrait apporter une manière de théoriser les mondes virtuels, Bénédicte 1991 pp 3 à 4, voire Popper 1979. De nombreux chercheurs parlent de culture digitale ou de médias numériques. Le terme digital semble être apparu comme un synonyme neutre de termes tels que électronique, télé, cyber, voire virtuel, bien qu'on l'oppose parfois au virtuel Massumi 2002. J'ai beaucoup de peine à identifier le travail analytique que le digital est censé accomplir. Étant donné que ces acceptions du terme digital font référence à la technologie électronique, non pas au comptage binaire à l'aide de cailloux ou de doigts par exemple, le digital constitue une bouteille de Klein conceptuelle, incluant en son sein tous les aspects de la vie humaine contemporaine. Qu'est-ce qui aujourd'hui n'est pas d'une certaine manière digital ? En outre, je doute que ceux qui étudient actuellement le digital se refusent à étudier des technologies analogues en ligne. Le travail analytique qu'accomplit le numérique semble servir à identifier les continuités. De la même manière que l'on peut prendre un phénomène social et l'examiner du point de vue du genre, du droit ou de la religion, étant donné que le genre, le droit et la religion couvrent tous les aspects de la vie humaine et pas seulement le mariage, les procès et la pratique religieuse, on peut également examiner un phénomène ou un contexte social du point de vue de la technologie, pour laquelle le digital semble être un paramètre de substitution. Toutefois, le digital est moins utile pour analyser les logiques culturelles qui ne traversent pas ce que j'appellerais le fossé entre le virtuel et l'actuel. Ceux-ci ne se réduisent pas l'un à l'autre, même dans leur constitution mutuelle, en fait, précisément en raison de leur constitution mutuelle. Je suis conscient que pour beaucoup le virtuel est troublant, voire dépassé. Désespérément lié aux notions de réalité virtuelle, et supposant des intersections de non-physicalité et de calcul qui éludent les questions de matérialité et d'économie politique. Mais un des objectifs de l'analyse proposée dans ce livre est d'exposer les raisons d'une réhabilitation et d'une amélioration du virtuel. Il existe effectivement des cultures distinctes dans les mondes virtuels, même si elles sont issues des cultures du monde actuel. C'est pourquoi leur observation, dans leurs propres termes, constitue à présent une stratégie méthodologique adéquate. Par conséquent, mon analyse se fonde... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.